Sophie de Bardonnèche, bonjour et merci beaucoup de ce moment d'échange consacré aux arts de vivre. On réfléchit dans le cadre de Bloomtime avec des artistes ayant des horizons très, très différents, des manières d'être très différentes, à la manière dont on peut répondre à des gens qui vont pas bien dans la société ou à des gens qui vont bien et puis qui ont envie de se faire du bien aussi. Voilà. Et alors vous avez énormément de chance parce que vous êtes violoniste, passionné et artiste, interprète de musique baroque. Vous avez créé un ensemble qui s'appelle le Consort. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est exactement cette affaire du Consort. Et puis vous jouez aussi avec les arts florissants. Et puis vous avez même déjà enregistré, vous participez à des enregistrements sur plusieurs albums. L'un qui s'appelle Opus 1, c'est le dernier peut-être, je ne sais pas. Opus 1, c'est le premier, très bien. Avec des musiques de Jean-François Dandrieux. Et puis Specchio Veneziano avec des musiciens, des compositeurs, comme le nom l'indique, vénitiens. Voilà. Donc tout ça est formidable. Et quand on vous écoute, quand on écoute vos interprétations, on sent à la fois un vrai plaisir, parfois de la joie, toujours beaucoup d'humanité. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé peut-être pour commencer? Comment se met-on à faire de la musique, du violon et surtout de la musique baroque? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi le baroque en particulier? Comment en êtes-vous arrivé là? Bonjour, alors déjà je suis ravie d'être ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque c'est mon métier mais c'est aussi ma passion. Pourquoi j'en suis arrivée là, à la musique baroque? Alors moi je viens d'une famille qui n'est pas une famille de musiciens ni de musiciennes. C'est peut-être pas le cas de tous les musiciens parce que souvent c'est quelque chose qui se partage en famille, qui se transmet. Voilà, ma famille n'est pas musicienne mais ma maman faisait un peu de piano, j'ai été au conservatoire quand j'avais 9 ans, donc j'ai appris à lire les notes en même temps que les mots. Et c'est vrai que dès le début ça m'a plu, mais moi je viens d'Annecy, donc j'ai étudié à Annecy et quand j'avais pas vraiment entendu parler de musique baroque. C'est venu plus tard puisque moi je faisais de la musique moderne, la musique qu'on apprend au conservatoire c'est pas la musique baroque. Et maintenant je joue du violon baroque qui était même un instrument qui est spécialisé puisqu'il a des cordes différentes, il est vraiment adapté au répertoire baroque. Mais ça j'ai découvert ça plus tard, donc quand j'avais 23 ans, donc finalement comme je suis pas si vieille maintenant, il y a quelques années. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu parce que c'est peut-être plus proche de ce qu'il faisait. J'ai l'impression de me rapprocher d'une certaine forme d'authenticité, de rechercher le son qu'il faisait. Ça m'a tout de suite plu et puis je trouve que c'est un son qui est chaud, qui est humain. Voilà, c'est une musique et en plus c'est un répertoire que j'adore défendre et je crois qu'il peut vraiment parler aux gens, au public. On a souvent des retours, ah cette musique, qu'est-ce qu'elle est vivante, joyeuse. Et voilà, c'est une musique que j'aime beaucoup jouer. Donc voilà pourquoi la musique baroque, c'est il n'y a pas si longtemps, mais c'est vraiment ma passion, la musique baroque. Vous insistez beaucoup sur... Pardon. Est-ce que ça a été compliqué de changer les changements d'instruments, les cordes, parce que parfois c'est assez différent. Donc l'effet d'être habitué à jouer le violon moderne et changer d'instrument, c'est là il y a pas eu de perturbation. Alors en plus, si, parce qu'en plus moi j'ai étudié l'alto moderne. Donc en fait, alto moderne et violon baroque, il y a un grand changement, mais je crois que j'avais tellement envie, quand j'ai découvert le violon baroque, j'avais tellement envie d'en jouer, que je me suis plongée dedans. Et en fait, voilà, j'ai changé j'ai fait une licence d'alto moderne, et pour mon master, j'ai découvert la musique baroque et je me suis lancée, j'ai passé le concours en alto baroque, en violon baroque, et c'est vrai que tout de suite, pour moi, c'était une évidence parce que physiquement, je trouvais que c'était plus facile, ça me correspondait plus au niveau de ma personnalité. C'est aussi un violon qui se joue différemment puisqu'il n'y a pas de mentonnière, pas de barre. Donc en fait, on le pose juste sur la clavicule. Et il y a une forme de liberté que moi j'aime beaucoup, qui me permet de m'exprimer plus facilement. Donc c'est évidemment, ça n'a pas été facile cette année de changement pour moi parce que j'étais toute novice dans la musique baroque. Je pense que voilà, c'est le cas de beaucoup de personnes parce que c'est encore pas une discipline très connue. Le violon baroque, il est enseigné dans très très peu de conservatoires en France. Je pense que ça va grandir puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment cet instrument. Mais voilà, c'était une grande découverte pour moi, mais j'ai tellement adoré que j'ai travaillé beaucoup et c'est vite devenu mon instrument principal avec lequel je m'exprime. Qu'est-ce que ça apporte à votre avis? Parce qu'on est dans une société où on a beaucoup de gens qui se sentent pas bien dans leur peau, qui sont tristes, qui sont inquiets, etc. face à l'avenir. On peut prendre des exemples concrets d'ailleurs, parce que vous avez interprété la sonate numéro 12 de Vivaldi, enregistré, on disait tout à l'heure, un face-à-face, une mise en miroir entre Vivaldi et Giovanni Reali, compositeur italien, autour de Folia. Bon, tous les deux ont fait des Folias. Et puis il y a ce Jean-François Dandrieux que vous aimez bien,
notamment sa sonate en sol mineur, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Spotify, pour celles et ceux qui aiment bien ça. Et puis vous avez donné des concerts, vous avez bien sûr dans plusieurs endroits, notamment à Los Angeles, à Londres, à Tokyo, en France bien entendu. Bon. Qu'est-ce que vous diriez que ces musiques-là précisément apportent? On est sur un type de musique, est-ce que vous évoquez la joie? Il y a des gens qui disent aussi, j'aime bien écouter Jean-Sébastien Bach le matin, Wendel, parce que c'est très rigoureux, carré, bien rythmé, etc. Mais vous avez dit aussi, il y a de l'humain dans tout ça, il y a une forme de... Moi je dirais, en vous écoutant, il y a une dimension joyeuse, mais il y a aussi une dimension de fragilité qui peut ressortir de tout ça. Alors c'est peut-être une question très difficile, hein, mais on aime la difficulté. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens avec lesquels vous jouez, peut-être à vous-même et puis aux gens qui vous écoutent, en regard de tous nos problèmes de société d'aujourd'hui? En quoi cette musique baroque-là, elle peut faire du bien, pour dire les choses simplement? Alors, moi, c'est un des compliments qui me fait le plus plaisir, c'est quand après un concert, quelqu'un vient me dit voilà, ça m'a fait un bien fou, merci pour ce moment, tout le bien que ça m'a fait. C'est vrai que c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour que les gens, c'est pour que le public, tous ceux qui viennent m'écouter, passent un bon moment et surtout se disent ah mais je me sens bien, je me sens mieux. Et c'est vrai que le fait d'écouter de la musique, ça met dans je pense un autre état en fait, un autre état de conscience, puisque tout d'un coup le temps s'arrête, on prend le temps d'être avec les artistes et avec les autres membres du public. On prend un temps pour soi finalement, puisqu'on prend un temps pour découvrir quelque chose et on ne sait pas ce que ça va être. Et c'est aussi la magie de la musique qui est d'apporter des émotions. Par exemple, vous parliez de Jean-François Dandrieux. Pour moi, ce mouvement lent, il y a un mouvement lent d'une sonate, particulièrement la sonate en sol mineur, c'était trouvable sur YouTube ou sur Spotify ou en disque, enfin, c'est écoutable, si jamais ça vous intéresse. On trouve ça partout. Et ce mouvement particulièrement, quand je le joue, c'est quelque chose de très lent, c'est en même temps désespéré, c'est-à-dire que j'essaye de mettre les émotions que je ressens et j'espère que j'arrive à les transmettre à ceux qui m'écoutent. Parce qu'il y a quelque chose qui parle sur la vie, sur l'âme humaine, en fait, qui nous interroge sur pourquoi on est là. Et en fait, finalement, s'interroger, se mettre dans cet état de transe, en tout cas d'introspection, et se laisser porter par les sentiments qui nous viennent. Quand on écoute de la musique, par exemple, c'est l'inverse de ce mouvement du Vivaldi qui est brillant, qui donne juste envie de danser, peut-être en plein soleil, de célébrer la vie, finalement, puisque c'est festif, c'est joyeux, ça va vite, c'est brillant. Et ce mouvement de Dandrieux, c'est tout l'inverse, c'est poignant, on se demande finalement qu'est-ce qui nous tient à cœur. Enfin moi, en tout cas, quand je le joue, je pense à la difficulté de la vie, parce que forcément, il y a des moments difficiles, il y a des moments plus heureux, et ça nous fait réfléchir au sens large sur pourquoi on est là. Et je trouve que vivre des émotions comme ça, c'est peut-être très important en fait. Une des choses les plus importantes, c'est vrai que quand notre vie quotidienne nous appelle pas forcément, on n'a pas besoin, c'est-à-dire on ne prend pas forcément le temps de se poser, enfin en tout cas de s'asseoir et d'écouter tranquillement, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire, juste profiter de l'instant présent et des émotions qu'on ressent. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait du bien. Et en tout cas, j'adore quand on me le dit, puisque c'est pour moi la plus belle des récompenses, c'est de ressortir et d'avoir donné un moment de bonheur. C'est vrai que toujours ça me fait chaud au cœur, puisque moi je joue, mais évidemment, ce qui compte, c'est que les publics aiment. C'est parce que je vous joue aimez pas pour jouer moi. en public. J'aime jouer en public et j'aime surtout faire du bien aux gens. C'est vrai que c'est parce que la musique, elle me transporte, mais si elle me transportait que moi, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est pas que pour vous. C'est surtout pour le partager. Et ça, c'est vrai que évidemment, c'est valable aussi avec le disque, mais avec le public, ce qui est génial, c'est que on peut discuter après, on peut échanger. Qu'est-ce qui vous a plu? Ah, les folias, qu'est-ce que c'est entraînant, c'est génial, ça m'a donné envie de faire plein de choses. Ah bah super. Enfin voilà, j'adore. Justement, moi, c'est cette notion de faire du bien, elle me parle vraiment, puisque je crois que c'est au départ ma vocation de musicienne, elle est là pour ça. C'est un partage, c'est ça? C'est un partage. Oui. Après, vous avez un groupe, le Consort, si j'ai bien compris. Pourquoi cette formation? C'est venu un peu l'idée de faire cet ensemble? Alors en fait, donc dans la période qui est au cœur de mon métier, c'est la musique baroque. Et en fait, le Consort, c'est un ensemble de sonates en trio. Alors, ce n'est pas un quatuor, on est 4, mais ce n'est pas un quatuor, puisque à l'époque, en fait, la formation principale pour laquelle écrivaient tous les compositeurs, c'est le cas de Bach, c'est le cas d'Handel, c'est le cas de Jean-François Dandrieux, beaucoup moins connu, c'est le cas en fait de tous les compositeurs, qu'ils soient moins connus ou plus connus.
c'était le genre qui était le plus représenté, c'est-à-dire plus ou moins l'ancêtre du quatuor à cordes, puisque après tous les grands compositeurs ont écrit pour quatuor à cordes, mais à l'époque c'était de la sonate en trio, donc 2 parties de dessus, ça peut être du violon, en l'occurrence pour moi c'est du violon, mais ça peut être aussi du hautbois, des flûtes, et une partie de basse continue qui est réalisée, ce qui peut être à l'orgue, au clavecin, au violoncelle, à la viole de gambe. Donc notre ensemble, c'est 2 voix dessus, donc 2 violons, et basse continue, donc violoncelle et clavecin. Et c'est vrai que donc le consort s'est créé pour ça, parce qu'on a un répertoire immense d'œuvres, connues ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, dans nos disques, on a eu la chance, et c'est un grand bonheur pour nous, de redécouvrir des partitions qui n'avaient jamais été enregistrées, puisqu'en faisant un travail de recherche dans les bibliothèques, en fait, il y a encore énormément de choses qui n'ont pas été exploitées encore. Qui dorment. Voilà, par exemple, Jean-François Dandrieux, il n'avait pas été enregistré. C'est le cas aussi de Giovanni Battista Reali, qui n'avait pas été rejoué en public depuis sa création au XVIIIe. Donc pour nous, c'est presque magique d'apporter de la musique qui n'a jamais été entendue par les auditeurs. Enfin, on sait qu'on fait découvrir quelque chose. Si une personne a envie de réécouter cette musique, par exemple en vrai, il faut qu'il vienne à nos concerts, puisque personne d'autre ne la joue. Et c'est assez magique. Moi, c'est vrai que j'adore chercher de la musique dans les bibliothèques, parce que c'est un peu comme un chercheur d'or. Bon, on ne trouve pas d'or, mais on trouve quelque chose qui vaut, qui vaut aussi quelque chose, parce que c'est de la très belle musique. Et alors, tout ne vaut pas la peine d'être découvert. Il y a des choses qui ont été écrites qui sont un peu moins bien, mais il y a aussi beaucoup de belles choses qu'on a oubliées, parce que à l'époque, la musique était écrite, mais il y avait d'autres choses qui étaient écrites juste après. En fait, la musique était écrite pour des événements. Donc finalement, et souvent même, par exemple, on a fait un disque sur un théâtre qui a en Italie, Teatro Sant'Angelo à Venise, qui a brûlé ensuite. Et il se trouve qu'ils ne gardaient pas les partitions. Ils gardaient les livrets, puisqu'on donnait au public qui venait, donc à chaque auditeur, on lui donnait le livret avec les paroles. Mais les partitions, une fois que c'était joué, en fait, on les jetait, c'était pas important. Mais heureusement, on n'a pas tout jeté. Et donc, il y a encore plein de choses qui restent un peu partout. Et redécouvrir cette musique, l'apporter, dire voilà, en fait, c'est aussi une musique qui mérite d'être jouée, qui mérite d'être enregistrée. C'est vrai que moi, j'adore faire ça. Et là, en ce moment, je recherche aussi des œuvres de femmes qui n'ont jamais été des compositrices. Voilà, et il se trouve que par le hasard, ou disons le temps, et elles n'ont jamais été rejouées. Et j'ai vraiment envie d'apporter leur musique, puisqu'elle est magnifique, et je pense qu'elle va parler au public d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une œuvre que vous avez découvert et que ça a marqué, parce que c'était vraiment bien et c'est vraiment pas connu par les gens? Les deux dont j'ai déjà parlé. La Folia de Giovanni Battista Reali et la sonate en sol mineur de Dandrieux, c'est vraiment... Alors pour les amateurs, parce que Jean-François Dandrieux, c'est 1682-1738. Voilà. C'est très savant depuis peu de temps, mais enfin... Bravo. Voilà. On apporte un petit éclairage avec cette sonate en sol mineur. Et vous dites 3 choses. Il y a l'idée presque d'un recueillement quand on écoute cette musique. On est dans un monde à part, on est loin du fracas, des tourments de notre vie, bousculée souvent. Vous dites aussi, si on comprend bien, il y a une dimension d'expression des épreuves de la vie. Enfin, quand ça ne va pas, on trouve là un moyen d'exprimer, avec une partie des musiques baroques, peut-être pas toutes, mais enfin une partie qui exprime ça. Et puis une forme de sublimation parfois avec de la joie, du dépassement. Est-ce que c'est ça votre triptyque un peu que vous aimeriez mettre en avant, au fond, recueillement, choses de la vie au sens, ça peut être bien, ça peut être très douloureux parfois. Et en même temps une manière de sublimer, et est-ce que c'est ça, pardon, c'est peut-être une question un peu trop, enfin je ne sais pas, trop générale, mais est-ce que c'est ça aussi qui vous donne cette joie? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que c'est une joie que vous avez depuis toujours, je ne sais pas, mais est-ce que cette manière de recourir à la musique pour transcender les épreuves de la vie, pour se dire, grâce à la musique, j'exprime ce que je ressens, et puis je le dépasse, avec tout d'un coup, cette musique me permet de transformer, de prendre mon paquet de choses de la vie, et puis de les transformer en autre chose qui peut être de la ferveur, qui peut être de la beauté, de l'esthétique, etc. Est-ce que c'est ça le secret de votre joie? À partager, bien entendu, sans modération. Alors déjà, pour partir de quelque chose de concret, en fait, dans les sonates à l'époque baroque, finalement, ce dont vous parlez, le contraste entre recueillement et virtuosité, finalement, il est écrit dans la partition, puisqu'il y a une alternance en fait entre des mouvements lents qui sont écrits adagio ou grave, voilà,
et allegro. Donc de toute façon, c'est vrai que forcément, par exemple, quand on joue une œuvre, on joue souvent des sonates. Donc une sonate, c'est 3 ou 4 mouvements, et c'est une petite dizaine de minutes souvent, un peu moins, un peu plus, ça, voilà, ça varie vraiment, mais il y a toujours une alternance. C'est comme ça que les sonates étaient écrites en fait à partir de 1700, un peu avant, enfin voilà. Il y a une forme qui se popularise avec cette alternance. C'est Arcangelo Corelli qui était un compositeur romain qui a participé à la mode entre guillemets de cette façon d'écrire, donc avec des mouvements lents et des mouvements rapides. Et donc c'est vrai que forcément le mouvement lent, on a tendance à se recueillir. Enfin, se recueillir est un bon mot finalement, puisque on cherche en fait à toucher la sensibilité, à profiter des harmonies en fait les harmonies, forcément notre corps on vit avec des vibrations, donc ça met notre corps en vibration, et c'est ces harmonies qui dérangent, qui sont entre guillemets belles, qui passent au mystère. Enfin, dans les mouvements lents, on a le temps justement de chercher ce que la vibration de la musique nous fait, et justement dans le mouvement rapide, c'est tout l'inverse. C'est l'exécution technique qui prime pour que ce soit impressionnant et aussi virtuose, qu'on s'amuse, qu'on mette en avant tout ce qui est voilà, brillant et entraînant. Donc en fait cette alternance elle est dans les partitions, elle n'est pas que l'interprète en fait. Enfin, après peut-être on l'exagère parce qu'on aime aussi justement ce contraste qui permet de ne pas s'ennuyer, que ce soit pour nous ou pour l'auditeur, parce que moi je tiens vraiment quand on fait des concerts à ce qu'il n'y ait pas des moments où voilà, ça paraît long, ah zut. Et c'est ça qui est génial aussi dans la musique baroque, c'est que finalement c'est l'alternance de mouvements très courts, c'est pas comme une symphonie plus tardive où on s'assoit pour 40 minutes de musique là chez nous, je dis chez nous parce que avec mon ensemble j'ai l'habitude de dire nous, mais dans la musique que je défends, souvent c'est des mouvements de 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, et j'adore ça parce que ça permet vraiment de toujours rester concentré, et on sent le public toujours alerte, puisque finalement il n'y a pas le temps de s'installer. Après c'est une autre forme de méditation aussi, des symphonies plus tardives, mais moi j'adore ça, ce côté justement on prend le temps d'écouter, et tout d'un coup on est surpris par quelque chose de vif, et cette alternance pour moi elle est géniale, je trouve qu'elle entraîne, et j'adore voilà, partager ça. Alors après, est-ce que c'est ça qui fait que je suis joyeuse? Alors ça, c'est une question plus personnelle. C'est vrai que moi, en fait, c'est indissociable parce que j'ai toujours, enfin, depuis mes 8 ans, je baigne dans la musique. Et donc, est-ce que c'est la musique qui a fait ma personnalité ou la personnalité qui fait ma musique? C'est-à-dire que j'ai beaucoup de joie, en tout cas. Et c'est vrai qu'on me le dit souvent sur scène à défendre. Je danse, j'ai un plaisir évident. En tout cas, je suis passionnée par ce que je fais et ça se voit. En tout cas, c'est pas du tout... c'est pas que je peux me mettre en avant, mais en tout cas, il y a d'autres choses que je fais très mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que j'ai du plaisir à jouer. Ça, c'est indéniable. Et c'est vrai que ça fait partie de... Je pense en effet... Comment dire, c'est vrai que là on touche sur quelque chose qui est difficile à mettre en mots, dans le sens où c'est vrai que j'adore ce que je fais, et donc forcément ça me donne de la joie de pouvoir au quotidien, toute la journée, après c'est très difficile aussi, mais de pouvoir travailler, réfléchir, jouer, ça me passionne, c'est un sujet qui est sans fin et qui me fait me lever le matin tous les jours. Donc évidemment que ça me donne de la joie parce que je fais vraiment ce que j'aime, et c'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est d'ailleurs pas le cas de tout le monde, c'est sûr, puisque il y a peu finalement de métiers qui sont aussi stimulants, tous les jours je fais quelque chose de différent en fait, c'est jamais la routine, et donc je pense que ça participe à ma joie, même s'il y a en fait on parle toujours des bons moments, alors que en fait comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est très difficile de faire quelque chose bien, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de travail, très peu de week-ends, mais en tout cas moi j'adore faire ça, et c'est vrai que jouer de la musique, en tout cas en écouter, ça m'a toujours transportée, et je pense que ça transporte aussi beaucoup de personnes en fait. Quand on a le temps et qu'on est finalement... qu'on écoute, il y a très peu de gens, même quand on joue pour des classes par exemple, des enfants qui n'ont jamais entendu la musique, qu'on joue, et ben finalement il y a une forme d'adhésion, puisque en fait c'est une musique qui parle à tout le monde. Les enfants, la Folia de Reali, ils trouvent ça génial, waouh, c'est ça vit, ils trouvent ça vivant. Je crois vraiment qu'écouter de la musique ou en jouer, enfin, ça permet de trouver une certaine forme de joie et de bonheur dans la vie, puisque ça fait partie de nous, et
encore une fois, je parle d'humanité, mais je n'ai pas vraiment de meilleur mot dans le sens où j'ai l'impression que ça nous connecte avec nos émotions et avec ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire ça permet en même temps de réfléchir et d'aller de l'avant. En tout cas, pour moi, ça marche, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, mais je pense que ça marche pour... en tout cas, si on écoute les gens qui viennent à nos concerts, je crois que ça aide à être heureux dans la vie que d'aller à des concerts ou d'écouter des disques. Écoutez, merci infiniment. Je crois que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Sophie Bardonnèche. Donc, à la fois un double éloge de cette musique baroque comme réponse aussi à nos difficultés, pas uniquement, mais nos difficultés de la vie quotidienne, à nos problèmes contemporains du monde d'aujourd'hui. Et puis, en plus de ça, doublé d'une ode à la joie. Voilà, une ode à la joie qu'on tire de la musique et puis qu'on peut tirer tout simplement d'une envie de faire, d'une envie d'agir. Donc, merci infiniment parce que votre joie est contagieuse, donc nous voilà tout joyeux, grâce à vous. Merci beaucoup. C'était un podcast Bloom Time réalisé par Lucia Socia, c'est François Mickey Marty. Merci Sophie Bardonnèche. Merci à vous.